3 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, parlant football, la troisième et dernière journée des phases du groupe du tournoi sportif Viva Football U17, organisé par la télévision Viva, s'est achevé aujourd'hui. Au total, 16 équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale qui débuteront ce lundi de Pâques. Rappelant que les matchs se déroulent simultanément sur les terrains d'Antancat et du CF Andouaran Foots. Les détails avec Aniana Martina et Nzaran Jenso. 8 matchs ont été disputés aujourd'hui sur les terrains d'Antancat Sakaitos et du CFF1 Andouaran Foots lors de cette troisième et dernière journée des phases de groupe avant le passage au huitième de finale du tournoi de Viva Football réservé aux moins de 17 ans. Pour la journée d'aujourd'hui, voici les équipes qui se sont affrontées sur le terrain d'Antancat Sakaitos: Netfoot Mada vs Académie Buffalo, AJFC vs Dignitas, AK Avenir vs FC Fix et FC Cousin Imboipou vs JSEM. Du côté du terrain du CFFA, le Pouce Academy vs Go Weed Association, FC Colossien vs EFA, US Pro vs AJFA et Espoir de Madagascar vs ASFM. Les résultats complets des matchs d'aujourd'hui vous seront rapportés demain. En revenant sur les rencontres d'hier, les équipes suivantes se sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale prévus lundi prochain. Dans le groupe D, AVO FC 6 points et AS Tinakic à 3 points. Dans le groupe B, Jet Elite et Soccer Academy 4 points chacun. Dans le groupe C, EFMA 6 points et Blackstar 3 points. Dans le groupe A, Villarreal FC 1 point et AGA 2 points. Dans les actualités de ce jour également, aujourd'hui, les chrétiens commémorent le Vendredi Saint. C'est un moment de recueillement consacré à la méditation et au souvenir de la souffrance et de la mort du Seigneur. Pour l'Église catholique en particulier, il n'y aura pas de célébration de l'Eucharistie en ce jour. Une simple célébration liturgique aura lieu, marquée par la vénération de la croix sur laquelle le Seigneur a souffert. Reportage de Radroman Anzatouf. Le Vendredi Saint constitue le deuxième jour du Triduum pascal après la fête de Pâques. Il est centré sur la commémoration de la passion, de la mort et de la mise au tombeau du Seigneur. La liturgie de l'Église catholique est donc particulière en ce jour. En plus d'être le dernier vendredi du carême, il n'y aura pas de messe aujourd'hui, mais une célébration simple. Celle-ci se déroule en 3 grandes parties. La première est la liturgie de la parole axée principalement sur le récit de la passion du Seigneur. La deuxième est la grande prière universelle solennelle. Et la troisième est la vénération de la croix, accompagnée de sa présentation et de la bénédiction donnée aux 4 points cardinaux. Le Vendredi Saint est également un moment propice à l'introspection, permettant à chacun de corriger ses manquements afin de bien se préparer pour Pâques, une grande fête de la foi chrétienne. Les cloches resteront silencieuses jusqu'à Pâques et aucun instrument de musique ne sera utilisé dans toutes les églises catholiques à travers le monde. Parlons à présent météo. De fortes houles sont attendues sur le littoral est de l'île en raison d'une houle venant du sud-est à partir de cet après-midi du vendredi 3 avril 2026 jusqu'au samedi 4 avril 2026. Les zones concernées sont Tolagnar, Manakar et Fenori-Votsnanen. Le service météorologique lance ainsi un appel à la vigilance à tous les usagers de la mer dès aujourd'hui. Felnara Kotorsoul nous en dit plus. La mer sera agitée sur les côtes est de l'île en raison d'une houle provenant du sud-est. La hauteur des vagues est estimée entre 2,5 et 3 mètres à partir de cet après-midi du vendredi 3 avril 2026 entre Tolagnar et Manakar. Pour la journée du samedi 4 avril 2026, la zone concernée s'étendra entre Manakar et Fenori-Votsnanen. Une alerte rouge est ainsi émise de Tolagnar jusqu'à Manakar. Une alerte jaune est en revanche en vigueur de Manakar jusqu'à Fenori-Votsnanen. Le service météorologie invite par ailleurs la population à suivre régulièrement les consignes des autorités locales, conformément à leur communiqué diffusé aujourd'hui.
Et dans la page faits divers, 33 migrants clandestins ont été interceptés par la gendarmerie de la brigade territoriale d'Ansran le mardi 31 mars. 27 sont de nationalité malagasy, tandis que 6 sont des ressortissants étrangers. Selon une source d'information, ils projetaient de se rendre clandestinement à Mayotte lorsqu'ils ont été appréhendés par les gendarmes. Toujours d'après cette source, la gendarmerie avait reçu des informations préalables concernant cette tentative de transport clandestin et a procédé à une opération de suivi. Il est à noter que les personnes arrêtées étaient parties d'un Pasndava situé au sud-ouest d'Ambad, dans la région d'Iana. L'embarcation utilisait une petite vedette nommée Oxoro, transportait 460 litres de carburant répartis dans 23 jerrycans. Une enquête est actuellement en cours concernant cette affaire. Dans l'actualité politique, 6 mois après l'instauration du régime dit de refondation, les changements et le développement promis par les dirigeants ne sont pas visibles dans le pays. Ce qui a surtout marqué, c'est la poursuite des anciens responsables et la remise en cause des réalisations passées. Le peuple qui espérait un changement a été relégué au second plan, tandis que seules les mises en scène des dirigeants ici et là donnent l'impression d'une évolution. Si l'on se base sur ces 6 derniers mois, l'on se demande si nous avançons ou si nous reculons. Éditorial signé Jean-Claude Angemalal. Discours, belles paroles, promesses creuses pour calmer la population, engagement irréaliste, mise en scène politique, humiliation publique, désordre au sein même des dirigeants. Voilà ce que retient principalement la population à propos de ce régime de refondation jusqu'à présent. De nombreux Malagasy vivent encore dans la précarité après le coup d'État de 2025. Beaucoup ont perdu leur emploi involontairement, tandis que d'autres ne se sont pas encore remis des catastrophes climatiques, notamment à Tuamasin, Madang, Swalal, à Loch et dans les zones rurales. La famine frappe durement le sud de l'île, les coupures d'électricité et d'eau deviennent de plus en plus fréquentes dans de nombreuses régions. L'insécurité est quasi quotidienne et rapportée dans les médias. Les agriculteurs, qui représentent 80% de la population, se plaignent de la chute du prix du riz. Malgré cela, certains continuent de flatter les dirigeants avec des merci présidents. La hausse du coût de la vie aggravée par la guerre en Iran constitue une menace supplémentaire pour une population déjà vulnérable. Tous ces problèmes semblent ignorés par les dirigeants dont la priorité paraît être de discréditer les réalisations du régime précédent et de renommer ou repeindre les infrastructures déjà existantes. Est-ce réellement le renouveau et le changement réclamés par ceux qui ont soutenu le renversement du pouvoir? Ce qui ressort le plus jusqu'à présent, c'est la poursuite des proches de Radziwiłł. En revanche, aucune enquête n'a été ouverte contre d'autres personnes pourtant soupçonnées de malversation dans le pays, notamment les proches du team de la transition de 2009, du HVM ou encore du mouvement de la refondation lui-même, qui ont pourtant suscité de nombreuses polémiques depuis le début de ce régime. Le régime de refondation se distingue également par des conflits fréquents entre responsables et étalés publiquement, sans parler des luttes internes et des règlements de compte exposés au grand jour, au vu et au su de tous. Par ailleurs, l'accent semble être mis sur les démonstrations de force, notamment l'exposition d'équipements militaires et la présence de militaires russes. Certes, il s'agit de dons, mais sont-ils réellement nécessaires? Sont-ils vraiment gratuits ou impliquent-ils des contreparties? Les dirigeants savent-ils réellement ce dont la population a besoin pour résoudre ces problèmes actuels? Jusqu'à présent, la refondation semble se limiter à des paroles, tandis que les actions concrètes restent invisibles. Pourtant, les partisans du régime affirment que le changement est déjà perceptible et que Madagascar est en train d'avancer. Mais la population, elle, observe en silence, avec le sentiment que les affaires nationales sont désormais réduites à de simples discours. Dans l'actualité économique, les échanges commerciaux entre Madagascar et la Tunisie sont actuellement très faibles. Pourtant, de nombreux secteurs peuvent être exploités par les deux pays, notamment la Tunisie reconnue dans les domaines de l'industrie mécanique et électrique. À Madagascar, des opérateurs tunisiens mènent actuellement des missions économiques. Cela constitue une opportunité pour les entrepreneurs malagasy et contribue également à la promotion des investissements locaux. Elle était avec Aniane Martina et Zahra Djensu. Les exportations de Madagascar vers la Tunisie s'élèvent à 2,39 $ selon les données de la Banque mondiale, avec une augmentation de 150% des produits exportés entre 2020 et 2024.
Les importations en provenance de la Tunisie atteignent quant à elles 12,9 $. Malgré les échanges commerciaux entre Madagascar et la Tunisie, restent encore faibles. Ce que je peux dire en tant que chef de délégation tunisienne, qu'il y a beaucoup d'opportunités à développer entre nos deux pays. Nos chiffres en termes d'échange sont encore faibles, mais la possibilité de développer ces chiffres de commerce entre nos deux pays est très importante. Et puis, nous sommes là aussi avec des propositions de projets. Et comme vous le savez, la Tunisie dispose d'une expertise et d'un savoir-faire, surtout sur le plan industriel, très importante. Face à cette situation, la Tunisie a exprimé sa volonté de renforcer et d'améliorer davantage les relations commerciales. Par ailleurs, elle s'intéresse également au secteur porteur d'investissement à Madagascar. Ainsi, de nombreux domaines restent à exploiter dans le pays pour les opérateurs tunisiens. Le secteur privé malagasy pourrait en tirer des bénéfices importants. On espère également que ce renforcement de la coopération favorisera la création d'emplois, notamment à travers les investissements. Cet événement économique intitulé « Mission économique Tunisie-Madagascar » a débuté mercredi dernier et se déroulera sur une durée de 4 jours. Il est nécessaire d'harmoniser le niveau des pharmaciens afin d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans la région de l'océan Indien. Ainsi, le 31e congrès des pharmaciens de la région de l'océan Indien se tiendra la semaine prochaine. Pour Madagascar particulièrement, l'industrie pharmaceutique fait encore face à plusieurs difficultés, notamment le coût élevé des taxes appliquées aux matières premières destinées à la fabrication de médicaments, ce qui entraîne une baisse de la production. S'ajoute à cela la prolifération de vendeurs informels, comme par exemple à Mboupou. Reportage signé Christelle Rakout-Malal et Yves Genel. Si auparavant, l'entreprise Pharmad produisait jusqu'à 150 types de médicaments et produits de soins, aujourd'hui, ce chiffre est réduit à seulement 15. Cela est dû au coût élevé des taxes, selon la présidente de l'APM, l'Association des pharmaciens de Madagascar. L'APM œuvre notamment dans la formation des pharmaciens, ainsi que dans les actions sociales liées à l'ordre des pharmaciens. Problème lié à une surtaxation de nos intrants. Qu'est-ce que j'appelle intrants? Matières premières, éléments de conditionnement. Ainsi, voilà, l'industrie pharmaceutique n'est pas favorisée. Nous sommes en perpétuelle discussion. L'industrie pharmaceutique qui, comme Pharmad, qui est 100% chimique, donc générique du paracétamol, générique du cotrimoxazole, générique de l'amoxicilline, mais Vita Malagas, Pharmad, souffre de cette concurrence. Voilà, et non de cette surtaxation. Des discussions sont en cours, mais au fil des années, c'est ce que je vois, car je défends l'industrie pharmaceutique d'une manière générale. Par ailleurs, la lutte contre les vendeurs de médicaments illicites qui représentent un danger pour la santé publique reste un défi. Cette lutte a commencé depuis longtemps, mais aucune solution durable n'a encore été trouvée jusqu'à présent. Le 31e congrès des pharmaciens de la FPOI se tiendra à Madagascar, à Ivato, les 9 et 10 avril. Des pharmaciens venant de Maurice sont déjà sur place pour participer à cet événement. Le thème de cette édition est « Santé et nutrition, enjeux pharmaceutiques innovants et perspectives en santé publique ». Revenons dans la page sportive. Les villes de Manakar et Voipé nous accueilleront la compétition nationale de l'ASIF pour cette saison. Cette compétition est destinée aux agents de l'État. De nouvelles disciplines seront également introduites cette année, notamment le handball, selon les explications du président national de l'ASIF. Reportage de Radraman Zatouf. Les compétitions régionales destinées aux agents de l'État sont déjà en cours actuellement. Dans la région d'Analaming, elles se déroulent depuis maintenant 3 semaines. Pour cette année, la phase nationale se tiendra à Manakar et Voipé. Environ 15 000 agents de l'État sont attendus pour y participer, d'après le président national de l'ASIF. De nouvelles disciplines seront aussi intégrées à la compétition et selon les prévisions du bureau, dans le cadre de leur nouveau mandat, le nombre d'épreuves sera doublé.
Jusqu'à présent, les agents de l'État participent activement aux compétitions. Tous les ministères ainsi que la majorité des institutions sont représentés, toujours selon le président national de l'ASIF. Dans les actualités internationales, et alors que Sébastien Lecornu envisage de nouvelles aides ciblées en début de semaine prochaine pour aider les Français, comment font nos voisins européens, tandis que l'Espagne a mis en place des baisses de 30 centimes à la pompe, l'Italie a limité une partie des taxes, la Lituanie, quant à elle, a divisé par 2 le prix des billets de train. Les détails avec France 24. À Barcelone, lorsque les Espagnols font le plein de leur voiture, ils savent qu'ils ne paieront pas le tarif maximum. Le gouvernement a choisi de faire baisser la TVA sur les carburants de 21 à 10%. Une mesure qui devrait permettre d'économiser en moyenne 30 centimes par litre. Un soulagement pour beaucoup d'Espagnols en cette veille de week-end prolongé. Ça fait combien? 88 €. Waouh! Sans l'aide, ça aurait été plus de 100 €. Ah oui, ça fait 12 € d'économiser. Ce n'est pas négligeable. On est dans une meilleure situation économique que la France. C'est pour ça que notre gouvernement peut se le permettre. Ce n'est pas le cas en France. Bonne chance. J'espère que vous aussi, vous aurez ça bientôt. Ces aides ne seront appliquées que jusqu'au 30 juin. Intervenir pour éviter que les citoyens ne payent trop cher leur essence, c'est aussi le choix qu'a fait la Pologne. Non seulement la TVA a baissé, mais un prix maximum sur les carburants est aussi fixé tous les jours. Une différence de taille pour ce chauffeur de taxi qui roule entre 250 et 300 km par jour. Pour faire simple, les tarifs aujourd'hui sont redevenus quasiment les mêmes qu'avant l'envolée des prix. Sans ces mesures, le jeune homme aurait dû ajouter en moyenne 12 € à chacun de ses pleins. Sur un mois, ça me fait presque 300 € d'économie. Donc oui, ces mesures sont indispensables. En Lituanie, le gouvernement a choisi une autre option. Pousser les habitants à prendre le train plutôt que la voiture, avec des billets moitié moins chers. On va faire très attention aux ventes de billets de train. Et quand il y aura beaucoup de demandes, on sera capable de rajouter des wagons. La mesure s'appliquera jusqu'au 31 mai. Elle concerne tous les trajets domestiques, peu importe la classe utilisée pour voyager. Et pour la première fois depuis septembre 2023, la Russie n'a gagné aucun territoire en Ukraine. Le mois dernier, elle a même perdu du terrain dans certaines zones. Le point avec France 24. Les forces armées russes n'y arrivent plus, ralenties par les contre-offensives ukrainiennes et des difficultés opérationnelles persistantes. Sur l'ensemble du front en mars, les forces ukrainiennes ont repris 9 km². Selon les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'interdiction faite à la Russie d'utiliser les terminaux Starlink en Ukraine et la restriction par le Kremlin d'utiliser la messagerie Telegram handicapent l'armée russe. Comme en février, la Russie a cédé du terrain sur la portion sud de la ligne de front, entre les régions de Donetsk et Dnipropetrovsk. Dans cette zone, la Russie était entrée pour la première fois en juin 2025 et occupait plus de 400 km² fin janvier. Cette emprise s'est réduite à 200 km² en février, puis à 144 km² en mars. La situation est en revanche défavorable à Kiev dans la région de Donetsk, où les troupes du Kremlin ont progressé sur une cinquantaine de km² en un mois. 4 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou occupe un peu plus de 19% du territoire ukrainien, dont une majorité acquise pendant les premières semaines du conflit. Aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a limogé hier jeudi le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, dernière victime en date de la purge au Pentagone. C'est ce haut gradé va quitter ses fonctions de 41e chef d'état-major de l'armée de terre avec effet immédiat, a écrit sur la plateforme X Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, lui souhaitant une belle retraite. Il ne donne pas la raison de ce départ soudain. France 24. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, en personne avait demandé sa tête. Plusieurs sources gouvernementales l'affirmaient. Et l'information a fini par être confirmée par le porte-parole du Pentagone. Après près de 40 ans de carrière militaire, le général Randy George est poussé vers la sortie.
Le général Randy George quitte ses fonctions de 41e chef d'état-major de l'armée de terre avec effet immédiat. Le ministère de la Guerre tient à remercier le général George pour les décennies qu'il a consacrées au service de notre nation. Nous lui souhaitons une excellente retraite. Randy George, 61 ans, avait été nommé à ce poste en 2023 sous le mandat du président démocrate Joe Biden. Officiellement, le Pentagone parle d'un simple changement de commandement sans donner plus de détails. Mais en pleine guerre face à l'Iran, ce limogeage est interprété par beaucoup à Washington comme un potentiel signe de désaccord entre la Maison-Blanche et l'armée de terre sur la stratégie à adopter face à la République islamique, notamment concernant l'envoi de troupes au sol. Selon le New York Times, plusieurs hauts gradés de l'armée américaine ont réagi avec colère et frustration au départ forcé de Randy George. Au lendemain d'un discours triomphal de Donald Trump sur l'Iran, la Maison-Blanche semble en tout cas réaffirmer sa volonté d'avoir un commandement militaire totalement aligné avec sa politique guerrière et met en garde le reste de la hiérarchie militaire américaine contre toute dissonance avec sa stratégie. L'année dernière, plusieurs hauts gradés de l'armée américaine en avaient fait les frais. L'ancien chef d'état-major des armées, Charles Brown, avait été limogé sans explication, tout comme le chef des opérations navales ou encore le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.